Cette série de 3 vidéos vise à vous donner toutes les clés pour pouvoir voler avec votre drone dans toute l'Union européenne sans tracas. Cette dernière vidéo de la série est très courte, elle est sans filtre, elle vous permet avec des exemples concrets de la vie de tous les jours, avec des belles comparaisons, de comprendre tout simplement tous les pièges à éviter et toutes les erreurs qui sont très fréquemment réalisées quand on va voler dans un autre pays de l'Union européenne. Bonjour, moi c'est Jordan, je suis télépilote et exploitant de drone depuis 2017 et j'essaye de vous transmettre tout le savoir au niveau de la réglementation depuis cette période-là et je vole très fréquemment dans les autres pays de l'Union européenne et je peux vous assurer que les crashs, les arrestations, les confiscations de matériel, de drones, je parle, ça arrive tout le temps et surtout dans certains pays de l'Union européenne. Je constate aussi un décalage au niveau de la perception de la dangerosité de ces équipements-là. À l'heure actuelle, les télépilotes qui ont plus d'1 an d'expérience sont un petit peu, entre guillemets, de l'ancienne école, c'est-à-dire qu'on a volé avec des drones qui étaient un petit peu moins performants, moins sécuritaires, où c'était du DIY, on le faisait un petit peu nous-mêmes, bref, on était dans des situations où quand même on se disait « Ah ouais, le drone c'est quand même risqué, on a tous déjà eu, certains d'entre nous en tout cas, des crashs. Par contre, les tout nouveaux entrants dans ce secteur-là, à l'heure d'aujourd'hui, les drones sont tellement évolués technologiquement parlant et sécuritairement parlant qu'on a l'impression que ce n'est plus dangereux, qu'il n'y a plus aucune possibilité de crash, que c'est très très simple à piloter. Bref, cela donne une impression d'invulnérabilité sur tous les points. Mais toute technologie est faillible. C'est parti, du coup, l'objectif de cette vidéo, il est simple, c'est de vous éviter des tracas, des problèmes que vous pouvez tout simplement rencontrer quand vous allez voler dans toute l'Union européenne avec votre drone. Que ce soit de la confiscation de matériel, que ce soit des interdictions de vol avec vos machines, que ce soit de l'emprisonnement ou des amendes, je vais essayer de vous éviter tout ça dans cette courte vidéo. La connaissance insuffisante des réglementations locales. Je le répète, il y a bien la réglementation européenne, Union européenne par rapport aux drones, et les réglementations locales à prendre en compte. Je vais vous donner un exemple. Il ne vous viendrait jamais à l'esprit d'aller louer une voiture de location, une petite Fiat 500 dans le pays où vous allez, sans même savoir si le conducteur se situe à gauche ou à droite. Ou même encore savoir si le trafic est habituellement dense ou le trafic est plutôt calme dans le lieu où vous allez conduire cette voiture. Et bien pour le drone, c'est exactement la même chose. Retenez bien cette petite histoire avec la Fiat 500, on va essayer de développer le sujet de cette façon-là, mais vous allez voir que c'est très parlant quand on compare ça au pilotage d'une voiture, ou devrais-je dire à la conduite d'une voiture. Malgré l'existence d'un cadre européen, d'accord, comme on l'a vu sur les vidéos précédentes, je vous invite à aller ici si vous n'avez pas vu les 2 chapitres précédents qui sont hyper intéressants. Il faudra bien suivre les réglementations locales en plus. Petit conseil qu'on a vu dans les vidéos précédentes, si vous voulez être tenu informé, abonnez-vous aux newsletters des NAA, donc c'est l'autorité nationale de l'aviation du pays dans lequel vous allez voler. Encore une fois, j'ai mis des listes à disposition sur les vidéos précédentes qui vous permettent tout simplement d'être au courant de ce qui se passe et d'être au courant de ce que ce pays impose. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas respecter les limitations de vol. Il faut se dire que en voiture, avec ma petite Fiat 500, je vois des panneaux arriver de tous les côtés. J'essaie de respecter de toute façon cette réglementation un minimum. C'est pas forcément pour la sécurité à nous-mêmes, mais surtout pour la sécurité des autres. Bien évidemment, on est conscient de ce que cela peut provoquer de dépasser cette vitesse. Pour le drone, c'est plus la limitation de hauteur qui est le paramètre phare et le paramètre quand même qui régit le reste. C'est-à-dire que l'impact au sol, plus le drone va être haut, plus l'impact au sol va avoir une zone assez large de possibilités d'impact, et donc ce qui fait que la hauteur est importante. De plus, les couloirs aériens sont faits tout simplement verticalement, donc si vous dépassez les 120 mètres, vous pouvez tout simplement percuter un parapentiste, percuter un ULM, percuter un avion, et quand on voit les dégâts que font le bec d'un oiseau ou un simple oiseau dans un réacteur d'un avion, on sait très bien ce qui se passerait avec un drone, même de moins de 250 grammes. Et ensuite, quand on voit les lacérations que peuvent causer un drone de ce type-là, comme vous le voyez juste à côté de moi, sur un nourrisson, un enfant, on se rend très vite compte qu'il faut faire extrêmement attention. Respecter la hauteur de 120 mètres dans l'intégralité des pays de l'Union européenne, c'est déjà un premier point positif. Bien évidemment, si vous dépassez quelques fois à certains moments, c'est pas
ultra grave, mais il faut être conscient des risques que cela implique. Vous pouvez bloquer la hauteur directement sur l'application de votre drone. C'est une norme européenne. Si vous avez un drone de classe, vous pouvez facilement bloquer cette hauteur sol. Attention, si vous êtes en haut d'une montagne, la hauteur sol doit être parfaitement bien calculée par rapport au point en dessous de votre drone. La négligence en matière d'assurance et de marquage de votre drone. Là, je m'explique un petit peu plus en profondeur. J'ai pris la Fiat 500, je suis rentré à l'hôtel avec ma femme et on a vu aux informations qu'il y a eu un accident. Il y a un piéton qui a traversé un endroit un peu farfelu sans passage piéton. Un motard qui arrivait dans le virage, il a essayé d'esquiver le piéton. Devinez qui est mort? Le motard. Donc, dans cette histoire, le plus fou, c'est que la personne qui a traversé, qui a provoqué quand même plus ou moins l'accident de base, elle est inconnue au bataillon. Le fait de ne pas avoir de marquage sur votre drone, donc l'étiquetage, et d'avoir un drone de classe, et surtout de ne pas avoir d'assurance, vous êtes un petit peu comme cette personne qui se barre littéralement après avoir causé un accident, après avoir causé un décès. C'est la même chose. Le jour où il se passe quelque chose de grave avec votre drone, je vous conseille d'avoir tout simplement au minimum une assurance responsabilité civile qui marche dans les pays de l'Union européenne et bien évidemment, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, d'avoir les marquages qui sont affichés sur votre drone, donc l'étiquetage avec le numéro d'exploitant, l'étiquetage avec le numéro du drone si vous volez en France. L'erreur numéro 4, c'est la mauvaise gestion des données que vous capturez, dans le sens où vous capturez des données que vous allez peut-être diffuser sur Internet, et là, il y a des règles à respecter. Je me suis rendu compte que ma Fiat 500, c'était juste incroyable. Je ne savais pas qu'une Fiat 500 pouvait avoir ça, mais elle avait des caméras à 360 degrés. Et que le soir, j'étais dans mon hôtel avec ma femme, et je me suis rendu compte que ça captait, même avec mon téléphone, je pouvais voir ce qui se passait autour de la voiture quand il y avait une personne qui passait devant. Et j'ai vu des personnes faire des choses assez hot, d'à côté, juste à côté de cette Fiat 500. Et là, je me suis dit, ouais, truc de fou, c'est génial, je vais le partager à un pote juste pour déconner, juste pour lui montrer que la voiture était capable de faire ça et que j'ai vu des choses assez incroyables. Mais le fait est que, avec le drone, c'est pareil. Si vous capturez une image et que vous commencez à la donner à quelqu'un d'autre, ça peut très vite se propager, devenir viral et poser de nombreux problèmes. Mais c'est ça le principal atout d'Internet, c'est de base de se faire voir le plus possible. Donc si vous filmez des choses et que vous voulez qu'elles soient vues le plus possible, assurez-vous que ces choses-là aient envie, ou ces personnes-là aient envie que ce soit vu le plus possible. Ça marche avec les personnes, donc dès qu'elles sont en situation un petit peu spécifique, etc., en train de se curer le nez, en train de se gratter les fesses, on évite de les poster sur toutes les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un exemple bête, mais dans l'idée, ça fonctionne aussi avec des monuments historiques ou ce genre de choses. Par exemple, à Paris, quand on veut voler à Paris, filmer des images à Paris et les diffuser et en faire une utilisation commerciale, c'est très réglementé. Si vous le faites sans autorisation, vous risquez de très grosses amendes. Et l'erreur numéro 5, là j'ai un exemple qui me vient en tête avec ma Fiat 500, mais ma femme par exemple qui est à côté de moi n'a pas le permis. Il ne me viendrait pas à l'idée de lui faire conduire la voiture si elle n'a pas le permis. C'est exactement pareil pour le drone, mais pour le drone ça paraît beaucoup plus logique, beaucoup plus en tout cas habituel. Il y a un pote qui vient à côté de vous, vous avez un drone en main, ouais, je peux le piloter, il prend la manette et il pilote. En général, il faut éviter, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, mais là, l'exemple que je vous dis, c'est pas le plus important. Moi, je voulais vous donner un autre exemple avec les petits vieux sur la route. Les petits vieux sur la route, il y a un problème, c'est un constat, je critique pas les petits vieux sur la route, je dis juste que c'est un constat. Oui, ils sont plus dangereux du fait qu'il y a potentiellement une baisse d'acuité visuelle, une baisse d'acuité auditive, etc., etc., des mauvais réflexes, des réflexes qui sont moins bons qu'à notre âge, forcément, et du coup, ils deviennent de ce fait des dangers publics. Mais je pense que l'élément le plus important de tout ça, c'est tout simplement qu'ils sont totalement dépassés par les nouvelles réglementations routières qui évoluent au fil des années quand même. Et ils s'en fichent royalement dans l'idée. Et c'est pour ça que la formation, elle est importante, la formation initiale de pilote de drone, elle est importante. Le fait de se tenir informé avec une veille sur des chaînes YouTube comme la nôtre, ça en est une autre. Mais le fait également de suivre
des newsletters de la NAA, par exemple les newsletters de Alpha Tango, ou si vous êtes en Allemagne de dipul.de, ou si vous êtes en Italie, etc., etc. Vous allez être déjà au courant des choses et c'est déjà très bien, ça vous permet de vous mettre à jour. Je vous invite à vous former, vous allez voir, hein, vos certificats de toute façon sont valables que 5 ans, c'est très bien, comme ça vous allez pouvoir repasser ces petits QCM dans 5 ans. Voilà, c'était le point formation qui est un exemple aussi intéressant de ce que les personnes font souvent et qui cause souvent des problèmes. Donc cette vidéo avait un parti pris beaucoup plus prononcé, je le sais, les exemples que je vous ai dit avec la Fiat 500 sont totalement faux, sont totalement fictifs. Par contre, les exemples que je vous dis par rapport au drone sont souvent vrais et vérifiés, et même vérifiables dans la plupart des cas. Et donc, ce parti pris, il est expliqué pourquoi, tout simplement parce que si c'est totalement, littéralement, le bordel dans l'exploitation des drones en général dans l'Union européenne, à titre privé, à titre pro, on s'en fiche, il n'y a plus de distinction. C'est nos sociétés, nous en tant qu'exploitants de drones à titre commercial, à titre professionnel, qui vont être impactés. Et ça met en péril des vies d'entreprise. Donc, je me devais de faire cette courte vidéo. Encore une fois, je ne suis pas la police. Vous faites bien ce que vous voulez. Encore une fois, la distinction entre conducteur de voiture et pilote de drone, elle est très intéressante. Essayez de le garder en tête. C'est la même chose. Et en fait, dans le futur, on pilotera des drones comme on pilote aujourd'hui des voitures, sauf qu'on sera à l'intérieur, ce ne sera plus des aéronefs télépilotés, mais bien des aéronefs habités, comme on peut le voir avec les taxis volants, etc. pour les JO de Paris. Bref, je m'arrête là. Merci d'avoir suivi cette série de 3 vidéos. C'était un plaisir pour moi de vous la faire. J'espère que vous avez appris des choses. Je la referai tous les ans, donc n'hésitez pas à vous abonner et me mettre dans les commentaires si vous est arrivé des petits pépins comme ça quand vous êtes allé voler ailleurs en Europe. Allez, à bientôt!